Ma femme, Léona, était le genre de femme qui réchauffait l'air par sa seule présence. Elle avait ce talent rare de faire en sorte que les inconnus se sentent comme des amis et que les amis se sentent comme des membres de la famille. Son rire était la musique qui résonnait dans les murs de notre appartement, et sa présence, aussi discrète soit-elle, était apaisante. Le train de 7h15 pour Milwaukee n'était pas censé être un au revoir. C'était un trajet de routine, un trajet qu'elle avait déjà fait une douzaine de fois pour une conférence régionale des enseignants. Je l'ai déposée à la gare ce matin-là, un café dans la main gauche, ses doigts effleurant ma joue avant qu'elle ne m'embrasse rapidement en murmurant « Sois sage aujourd'hui ». Puis elle a disparu derrière les portes coulissantes comme une scène que je n'imaginais pas se répéter dans ma tête tous les soirs pendant des mois. Quand l'appel est arrivé, je servais des céréales à notre fille Mera, 11 ans, les cheveux encore ébouriffés par le sommeil, portant le vieux sweat à capuche de Léona comme une armure. J'ai décroché mon téléphone, m'attendant à une mise à jour professionnelle. Au lieu de cela, j'ai eu le silence, puis des parasites, puis une voix d'homme. « Êtes-vous le mari de Léona Rivers ?» Je le savais avant qu'il ait fini. Je le savais. Je n'ai pas pleuré à l'enterrement. Non pas par manque de volonté, mais parce que les doigts de Mira étaient si serrés autour des miens, ses jointures pâles, son visage figé. Elle s'est tournée vers moi pour trouver de la force, et je lui ai donné tout ce qui me restait. Je me suis redressé lorsqu'on m'a tendu le drapeau plié. Léona avait été épouse d'un militaire. Cela lui donnait droit à une cérémonie, un salut, une ligne de condoléances qui ne signifiait rien quand l'être aimé ne revenait pas. Je me souviens de l'apparence du cercueil. Des bords argentés, un intérieur en satin blanc et doux, comme s'ils habillaient la mort en paix. Mais rien n'y paraissait paisible. Mera regardait le cercueil comme s'il allait s'ouvrir. Elle ne clignait pas des yeux, ne parlait pas. Et dans ce silence inquiétant, je suis devenu quelque chose dont j'ignorais qu'elle pouvait être creuse. Le monde s'est estompé autour de moi tandis que le pasteur lisait des versets sur le repos éternel. Debout à côté de ma fille, mon corps présent, mais mon esprit hurlant à travers le vide, je me tenais près d'elle. Après la cérémonie, les gens sont revenus à l'appartement avec trop de casseroles et pas assez de silence. Je leur ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai même dit « merci » plus de fois que je ne peux en compter. Mais en vérité, je voulais qu'ils disparaissent. Je voulais rester dans le noir et laisser le chagrin m'envahir. Mais je ne l'ai pas fait, car Mera avait besoin de structure, de familiarité, d'un parent qui ne se briserait pas devant elle. Alors j'ai joué le rôle. Je l'abordais tous les soirs. Je faisais des crêpes comme Léona avec des pépites de chocolat en forme de smiley. Je fredonnais de vieilles berceuses et démêlais ses cheveux comme sa mère. Et chaque fois que je passais devant sa chambre, je ne regardais pas. Je dormais sur le canapé, non pas par nécessité, mais parce que l'odeur de son shampoing sur l'oreiller aurait sonné le glas. Mera posait des questions. Bien sûr qu'elle l'a fait. Est-ce que ça lui a fait mal? L'a-t-elle vu venir? M'entendra-t-elle encore si je parle à voix haute? Et j'ai répondu du mieux que j'ai pu. J'ai dit des choses comme « Elle n'a pas souffert et elle aurait voulu que tu lui parles ». En vérité, je ne savais pas si tout ça a été réel, mais elle avait besoin d'espoir. Je ne pouvais pas lui rendre Léona, mais je pouvais lui donner quelque chose qui ressemblait à de la foi. Les nuits étaient les pires. Mera se tenait parfois dans le couloir, comme si elle attendait quelque chose. Une nuit, je l'ai trouvée recroquevillée près de la porte de la chambre, la joue collée au parquet. J'ai cru entendre les pas de maman, a-t-elle murmuré. Ma gorge était si serrée que je ne pouvais pas parler. Je me suis assise à côté d'elle, j'ai passé mon bras autour de ses épaules, et nous sommes restés là jusqu'au matin. J'ai fouillé les affaires de Léona par étapes lentes et insupportables. Ses manteaux d'hiver encore avec les reçus dans les poches. Ses plans de cours pour le prochain semestre. Ses boucles d'oreilles préférées, celles qui, selon Mera, la faisaient ressembler à une princesse. Je n'ai rien jeté. Impossible. Je les ai emballées dans des boîtes étiquetées et rangées dans le placard comme si je préservais des écritures sacrées. J'ai laissé un de ses foulards accroché au porte-manteau. Mera aimait le toucher en sortant. Les amis étaient bien intentionnés, mais le deuil n'a pas de patience pour les discours d'encouragement. « Tu es si forte », disait-il. Léona serait fière, mais ils ne m'ont pas vu m'effondrer sous la douche, les poings serrés contre le carrelage. Ils ne m'ont pas entendu hurler dans une serviette juste pour laisser sortir quelque chose. J'ai appris à fonctionner, pas à guérir. J'ai payé les factures. J'ai vérifié les devoirs.
J'ai même pensé à arroser les plantes. Mais la guérison, c'était quelque chose que je ne pouvais pas feindre. Je me demandais si j'en faisais assez, si j'honorais sa mémoire comme il se doit. Mais la vérité, c'est qu'il n'existe pas de guide pour la perte de la personne qui faisait de votre vie un foyer. Mira et moi flottions dans un monde qui n'avait plus de sens, attachés l'une à l'autre. Et j'ai fait un vœu secret, jamais prononcé, simplement gravé au plus profond de moi-même, la protéger farouchement de tout ce que ce monde tenterait de nous arracher. Je ne serai plus jamais l'homme dont Léona était tombée amoureuse. Cet homme est mort avec elle quelque part entre les rails de cette voie froide, mais je serai le père dont Mira avait besoin. Et si cela impliquait de laisser mon propre chagrin dans l'ombre tandis que je me présentais chaque jour pour elle, qu'il en soit ainsi. C'est ainsi que j'ai survécu aux cendres de l'adieu, en construisant ma vie à partir d'elle, pour elle. Le jour où mon père m'a demandé de signer l'acte de propriété de notre appartement, j'étais debout devant la cuisinière, préparant le macaroni au fromage préféré de Mira, avec de la chapelure dorée. C'était un dimanche tranquille, le genre de dimanche que Léona remplissait de disques de jazz et de chaussettes chaudes. Mira fredonnait faux quelque chose depuis l'autre pièce, et pendant un instant, je me suis laissé croire que tout était normal. Puis mon téléphone a craqué. « Passe quand tu as une minute », avait dit papa. « Il faut qu'on parle de quelque chose d'important. » Je n'y ai pas prêté attention. Peut-être voulait-il prendre des nouvelles de Mira. Peut-être, si Dieu le veut, avait-il enfin compris comment faire son deuil correctement au lieu de refouler ses émotions dans un tiroir étiqueté faiblesse. Alors, je suis allé en voiture, j'ai laissé Mira avec Gloria pendant 1 heure, et je me suis retrouvé à nouveau dans la maison où j'avais été élevé et négligé. Papa était assis à la table, la même table où j'avais fait mes devoirs de maths. Un dossier était déjà ouvert, et j'ai aperçu les documents de propriété avant même de m'asseoir. « Je veux que tu transfères l'appartement à 3, a-t-il dit avec autant de désinvolture que s'il me demandait de passer le sel. Pas de préambule, pas de rajout, juste un ordre direct, comme si j'étais encore l'enfant et lui l'autorité incontestée. Je l'ai regardé un long moment, attendant la blague. Elle n'est pas venue. Tu es sérieux, demandai-je. Il se renversa dans son fauteuil, les bras croisés sur son pull gris usé. Tu as eu ton tour. Toi et cette petite fille, vous avez eu assez de charité. Il est temps que ton frère reçoive quelque chose aussi. De la charité. C'est ce qu'il pensait. Pas la maison que j'avais construite avec Léona. Pas la cuisine où Mira a fait ses premiers pas. Pas les fenêtres qui illuminaient la ville sous laquelle elle dansait avec sa mère. Juste une petite aumône. Un élan de grâce temporaire dont il pourrait se souvenir quand bon lui semblerait. Cet appartement était le rêve de Léona, dis-je en m'efforçant de garder une voix égale. Elle a choisi toutes les couleurs des murs. Elle a planté ses stupides herbes aromatiques sur le balcon, et Mira. Elle se sent proche de sa mère là-bas. Cet endroit est tout ce qui nous reste. Le visage de papa resta immobile. Pas une once d'empathie, juste de la pierre. Et 3 n'a rien, dit-il froidement. Il est en difficulté. Il a besoin d'une victoire. J'ai failli rire. 3, l'éternel raté, était toujours en difficulté parce qu'il refusait tout ce qui ressemblait à un effort. Il passait d'un emploi à l'autre, brûlait les relations et prenait les conséquences comme des suggestions. Mais parce qu'il savait raconter des blagues, parce qu'il savait faire sourire son père et lui taper dans le dos comme un pote de beuverie. C'était une perle rare. Le fils amusant, le plus facile. Je ne cède rien. J'ai dit enfin. Mira et moi vivons là. C'est sa maison. On ne peut pas la redistribuer comme une place de parking. La mâchoire crispée. Et voilà. Le regard que je connaissais trop bien. Celui qu'il me lançait quand j'étais petite, quand je pleurais trop facilement ou que je posais trop de questions. Cette déception pincée qui me disait que j'échouais à un test tacite de virilité. Tu vas le regretter, marmonna-t-il en ramassant le dossier et en le refermant d'un coup sec. C'était peut-être une menace. C'était peut-être une promesse. Mais il s'est installé dans mon estomac comme un poids de plomb. Je me suis levé et je suis sorti sans un mot de plus. En rentrant, Mira était assise par terre à trier des Legos par couleur, comme Léona avait l'habitude de le faire. Elle leva les yeux et sourit. « Papa, on peut faire des gâteaux demain. »« Oui, dis-je en lui ébouriffant les cheveux. On fera des gâteaux. » Ce soir-là, après qu'elle se soit endormie, je me suis assise au bord de mon lit et j'ai fixé la photo encadrée de Léona sur la table de chevet.
Son regard était figé par un rire lorsqu'elle se frottait le visage avec ses cheveux, lors d'une escapade à la plage, il y a des années. Je me demandais ce qu'elle dirait si elle voyait ce qui se passait maintenant. Son mari à qui on demandait de lui céder leur maison comme un plus usagé. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je me repassais sans cesse les mots de papa. Tu as eu ton tour. Comme si le deuil avait une date de péremption. Comme si la paternité était quelque chose que je pouvais suspendre ou réorienter. Mais le plus douloureux n'était pas son exigence. C'était la prise de conscience que, même maintenant, après tout ce qu'il avait vécu, il ne me voyait toujours pas. Pas vraiment. J'étais le fils du méchant, le bon à rien, celui qui ne créait pas de drame, mais qui ne faisait jamais rire la salle. Je pouvais saigner et il me tendait une serviette au lieu d'un pansement. Et pourtant, une partie de moi n'était pas surprise. Toute ma vie avait été une succession de petites concessions faites au nom de la paix familiale. Je prenais des portions plus petites pour que trois puissent en reprendre. J'avais renoncé aux visites à l'université parce que nous ne pouvions pas nous permettre des voyages tous les deux. Je suis retourné en ville quand maman est tombée malade, même si Troyes avait promis de se relayer. Mais c'était la ligne rouge. La maison de Léona, le sanctuaire de Mira. Je n'y renoncerai pas. Ni pour Troyes. Ni pour personne. Le lendemain, j'ai photocopié les papiers originaux de l'appartement. Je les ai envoyés par courriel à mon avocat avec un simple message, au cas où. Je ne voulais pas prendre de risques. J'ai aussi retrouvé la lettre originale de la mère de Léona, qui nous avait aidé à verser l'acompte pour notre cadeau de mariage. Ces notes manuscrites disaient, pour la famille que vous construisez ensemble. Ça me faisait mal à la poitrine. Je l'ai rangé dans un dossier intitulé « Preuve de propriété ». À la fin de la semaine, j'ai commencé à remarquer des détails. Une voiture garée trop souvent en face de notre immeuble. Une plainte soudaine pour tapage nocturne, insensé. Gloria a mentionné avoir vu papa dans le hall de l'immeuble, s'attardant. Je ne savais pas ce qu'il préparait, mais quelque chose avait changé. Ce n'était pas fini. Mais j'avais quelque chose qu'il n'aurait jamais. Une raison de se battre. Je ne protégeais pas une propriété. Je protégeais un souvenir, une promesse. Une fille qui marchait encore sur la pointe des pieds le soir, espérant que sa mère rentrerait. Et s'il voulait insister, il découvrirait à quoi cela ressemble quand le fils sensible cesse de reculer. En grandissant, c'était toujours 3 ceci et 3 cela. Mon petit frère avait le don de charmer tout le monde dans un rayon de 3 mètres. C'était le genre d'enfant qui pouvait foncer dans la clôture d'un voisin avec son vélo et être invité à boire une limonade. Les professeurs lui donnaient une seconde chance. Les entraîneurs le trouvaient fougueux. Même lorsqu'il échouait, il échouait avec un sourire qui, d'une certaine manière, justifiait les choses. Pendant ce temps, j'étais celle qui suivait les règles, qui rangeait, qui gardait le silence quand ça devenait bruyant. Et pourtant, les éloges, la chaleur, c'était toujours réservé à Troyes. Même maintenant, des années plus tard, ça n'avait pas changé. Mon père le regardait toujours comme s'il avait accroché les étoiles. Troyes, l'enfant chéri. Troyes, qui avait déniché un emploi décent dans une agence de marketing sportif grâce à l'ami d'un ami. Troyes, qui arrivait encore en retard aux événements familiaux, mais s'en sortait en racontant une blague. Troyes, qui avait un jour mis en gage le bracelet de famille de notre mère, celui qu'elle portait le jour de son mariage, juste pour pouvoir acheter des places de concert au premier rang à une fille avec qui il était sorti 2 semaines. Et mon père lui a pardonné avec un petit rire et une tape dans le dos. Les garçons sont toujours les garçons, a-t-il dit ce soir-là, tandis que je restais là, me demandant en silence s'il savait combien ce bracelet comptait pour elle. Je me suis toujours demandé ce qu'il faudrait pour que papa me regarde comme il regardait Troyes. Pas seulement un regard, mais vraiment comme un homme, un père, quelqu'un qui n'avait pas besoin de plaisanter pour avoir de la valeur. J'ai passé des années à courir après cette approbation. De bonnes notes, des vêtements propres, un emploi stable, le mariage, la paternité, la stabilité. Mais rien de tout cela ne m'a valu la place que Troyes avait à la table des négociations simplement en étant présent. Alors, quand j'ai dit non à mon père pour l'appartement, je m'attendais à de la colère. Je m'attendais à une dispute. Mais ce que j'ai eu était pire. Un silence froid et mesuré suivi d'une seule phrase. Tu vas le regretter. Au début, j'ai cru qu'il bluffait. Juste pour exprimer sa déception, comme il le faisait toujours quand les choses ne se passaient pas comme il le voulait. Mais les jours suivants, j'ai senti quelque chose se resserrer autour de nous,
comme l'air avant une tempête. Mera l'a remarqué aussi. Grand-père m'envoie plus de SMS, a-t-elle dit un matin en glissant son téléphone sur le plan de travail de la cuisine. Il veut m'emmener boire un milkshake. Je fixai l'écran. Ses messages étaient étrangement enthousiastes. Trop de smileys, trop de points d'exclamation. Ce n'était pas lui. C'était un leurre. Je n'ai pas répondu. Je ne le lui ai pas interdit non plus. Je lui ai juste demandé ce qu'elle en pensait. Je ne veux pas y aller, admit-elle. Il est différent depuis la mort de maman. J'acquiesçai, l'embrassai sur le front et lui dis qu'elle n'avait pas besoin de voir quelqu'un avec qui elle ne se sentait pas en sécurité. Cela sembla la réconforter. Puis 3 débarqua chez moi. Il appela d'en bas pour demander à monter. Je veux juste parler, mec, dit-il. Pas de drame. Contre mon gré, je le fis entrer. Il franchit la porte d'un pas rapide comme s'il était chez lui, portant des baskets de marque et un sweat à capuche que j'avais reconnu grâce à un petit seau. Il regarda l'appartement et laissa échapper un léger sifflement. Toujours aussi sympa, hein, dit-il. Superbe vue. Je croisai les bras. Qu'est-ce que tu veux, 3. Il sourit et se laissa tomber sur le canapé, comme si c'était des retrouvailles plutôt qu'une embuscade. Écoute, mec, je sais que toute cette histoire d'appartement est devenue tendue, mais papa a raison. Tu as cet endroit depuis des années. Il est peut-être temps que tu passes à autre chose. Passer à autre chose? Comme si perdre une femme était comme échanger une voiture. Comme si cette maison était une paire de chaussures trop grande pour moi. Je le fixai longuement. Le silence entre nous était si épais qu'on s'étranglait. Je n'abandonne pas, dis-je. Alors, si papa t'a envoyé ici pour me convaincre, tu perds ton temps. Il rit. Un bref éclat de dédain. Allez, mec. Tu t'y accroches comme à une terre sacrée. Ce n'est qu'un appartement. Tu peux en trouver un autre. J'ai senti une tension dans ma poitrine. Tu ne comprends pas, dis-je, d'une voix à peine assurée. Ce n'est pas qu'un appartement. Léona a choisi cet endroit. Elle l'a fait nôtre. Mera a des souvenirs dans chaque recoin. Sa courbe de croissance est toujours marquée derrière la porte de la cuisine. Il haussa les épaules. Alors, prends une photo du mur. Tout ira bien. Je ne me suis pas rendu compte que je m'étais levé avant de le voir tressaillir légèrement. Sors de là, dis-je. Il leva les mains, l'air faussement innocent. D'accord. D'accord. Du calme, mec. J'ai juste pensé tenter la voie diplomatique. En se dirigeant vers la porte, il marqua une pause et regarda par-dessus son épaule. Tu sais que papa ne va pas laisser passer ça, pas vrai? Il a des relations. Laisse-le essayer, dis-je. Il partit sans un mot, mais je restai là un long moment, à fixer la porte comme s'il allait revenir. Il ne revint pas. Au lieu de cela, le silence revint, épais et empli d'angoisse. Ce soir-là, j'ai fouillé au fond de mon placard et j'ai sorti de vieilles lettres, des reçus, tout ce qui reliait Léona à cet endroit. J'ai photocopié tous les renouvellements de bail que nous avions signés. J'ai fait des sauvegardes. Je les ai scannés et envoyés par email. Et quand Mera dormait, je m'asseyais par terre dans sa chambre, la regardant respirer. Je pensais au mot regret et à la façon dont mon père le maniait comme un couteau. S'il voulait transformer cela en guerre, il avait choisi le mauvais homme à menacer. Parce que je n'étais plus seulement un fils. J'étais un père. Et j'avais déjà perdu la moitié de mon monde. Je n'allais pas le laisser prendre l'autre. Il y a un rythme étrange qui s'installe après une tragédie. Ce n'est pas tout à fait normal, mais pas complètement brisé non plus. C'est comme réapprendre à marcher. Même jambe, autre sol. Je me réveillais chaque jour à 6h15, comme avant. Je préparais le café, préparais le déjeuner de Mira, lui coiffais les cheveux en queue de cheval tandis qu'elle fixait son bol de céréales d'un air absent. Nous nous activions l'un autour de l'autre comme des survivants d'une catastrophe invisible, attendant la prochaine secousse. Je retournais au travail, surtout parce que je ne savais plus quoi faire. Rester à la maison rendait le silence trop pesant. Mon travail ne m'offrait pas beaucoup de réconfort, mais il me donnait un scénario à suivre. Email, chiffres, planning, pas le temps de tourner en rond. Mirror était plus calme ces jours-ci. Ses dessins, autrefois pleins de rose et de jaune, tiraient maintenant sur le gris et le brun. Elle arrêtait de me demander des nouvelles de Léona,
arrêtait de me demander si je pensais que maman pouvait encore l'entendre. Elle se mettait juste à porter une écharpe de Léona dans son sac à dos, la tordant dans ses mains quand elle pensait que personne ne la regardait. Je la laissais faire. Certains chagrins n'ont pas besoin de mots. Ils ont juste besoin d'espace. Avec tout ce qui se passait, je ne pouvais pas être partout à la fois. Alors, j'ai contacté Gloria, notre voisine, 2 étages plus bas. Infirmière à la retraite, veuve, le genre de femme qui gardait des nougatines dans son sac à main et avait toujours un mouchoir en papier dans sa manche. Elle avait déjà observé Mera à quelques reprises, à l'époque où tout était plus simple. Elle adorait ma fille et, plus important encore, Mera lui faisait confiance, alors je me sentais en sécurité. Juste pour 2 heures, Gloria. Lui ai-je dit un après-midi au téléphone. J'ai un dîner avec un client jeudi soir. Je serai de retour avant l'heure du coucher. Pas de problème, ma chérie. Elle a dit, chaude comme toujours. On va cuisiner quelque chose. Elle a encore besoin de bonnes odeurs dans cette cuisine. Ce jeudi-là, Mera ne voulait pas que j'y aille. Elle se tenait devant la porte, en chaussettes, jouant avec le bas de son t-shirt. « Tu es obligé ?» a-t-elle demandé à voix basse. « Je ne serai absente qu'1 heure », ai-je dit en m'agenouillant pour remonter son sweat à capuche. « Tu aimes cuisiner avec Gloria ?» Son regard a filé au loin dans le couloir. « Ce n'est pas ça. »« Qu'est-ce que c'est ?» Elle a remué, mal à l'aise. « Grand-père a été bizarre. Il a appelé hier pour demander si tu laissais encore la porte de derrière déverrouillée de temps en temps. » J'ai eu un pincement au cœur. « Et qu'as-tu dit ?» Je n'ai rien dit, a-t-elle dit. J'ai raccroché. J'ai forcé un sourire. C'était la bonne chose à faire. Et la porte est verrouillée maintenant. Bon, tout ira bien. Mais tandis que je l'embrassais sur le front et sortais dans le couloir, ce malaise s'accrochait à moi. Je m'en suis débarrassé comme d'un mauvais rêve. Je me suis dit que j'étais juste paranoïaque. Peut-être qu'il essayait de reprendre contact. Peut-être que j'en tirais trop de conclusions. J'ai pris la voiture pour aller en ville, je suis arrivé au restaurant, j'ai souri pendant les présentations, j'ai hoché la tête devant des diapositives que j'avais à peine assimilées. Pendant tout ce temps, quelque chose bourdonnait sous ma peau, comme un fil trop tendu. J'ai vérifié mon téléphone 5 fois en 15 minutes. Pas de message, pas d'appel manqué, juste le silence. Tout va bien, demanda ma cliente entre 2 bouchées de saumon grillé. J'ai esquissé un sourire répété. Juste la vie de père, vous savez. Mais je n'ai pas fini mon verre. Je ne suis pas resté pour le dessert. Quelque chose clochait. Pas seulement inconfortable, bizarre, comme une porte laissée ouverte en pleine tempête. Je me suis excusé au bout de 20 minutes, je suis sorti et j'ai finalement appelé Gloria. Pas de réponse. Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone. J'ai rappelé. Toujours rien. J'ai essayé le fixe, puis le portable de Miro, toujours rien. C'est là que la panique s'est installée. J'ai couru. Je n'ai pas attendu le voiturier. J'ai couru 3 pâtés de maison jusqu'au parking, les clés tremblantes à la main. Je suis sorti du parking à toute vitesse, mes feux de détresse clignotant encore. Mon téléphone a vibré au moment où je tournais dans notre rue. J'ai répondu instinctivement, et ce que j'ai entendu m'a fait exploser le cœur. Papa, à l'aide. Sa voix était méconnaissable. Hurlante. Hurlante comme si sa gorge se déchaînait. Je n'ai pas raccroché. Je n'ai rien dit. J'ai juste appuyé plus fort sur l'accélérateur. Le monde s'est rétréci en un tunnel, les lampadaires défilant flous, les klaxons klaxonnant, les pneus crissant. J'ai grillé 2 feux rouges. Je ne me souviens même pas de m'être garé. Je me souviens juste d'être sorti précipitamment de la voiture, d'avoir trébuché dans le hall, d'avoir appuyé 6 fois sur le bouton de l'ascenseur avant de monter les escaliers 2 par 2. J'avais le souffle coupé, les poings déjà serrés. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, le temps s'est ralenti. Gloria n'était plus en vue. Mon père se tenait au centre du salon, penché en avant, une main autour du cou de Mira, l'autre la tirant par le cuir chevelu. Son petit corps se débattait, se grattait. Son visage était rouge, ses yeux écarquillés de terreur, et elle ne criait plus. Elle était silencieuse, trop silencieuse. Quelque chose en moi a craqué. J'ai poussé un rugissement que je ne connaissais pas. J'ai traversé la pièce à toute vitesse et je l'ai plaqué au sol.
Il a trébuché en arrière et s'est écrasé contre le mur. Mirror s'est effondré au sol, haletant, sanglotant. Sa voix a finalement résonné, mais elle était faible, étranglée, déchirée. Je suis tombé à genoux et je l'ai prise dans mes bras. Elle s'est accrochée à moi comme si elle tombait encore. Ses cheveux étaient arrachés en mèches. Son cou était cerclé de marques rouges. Je sentais tout son corps trembler. Je me suis retourné et je l'ai regardé. Mon père, l'homme qui me portait sur ses épaules, se tenait maintenant debout, les poings toujours serrés, comme s'il ne savait plus comment s'arrêter. Elle éleva la voix. Il aboya comme si cela expliquait tout. Il fallait qu'on le lui rappelle. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'y avait plus de salut. Plus de retour possible. Il n'avait pas craqué. Il avait tout prévu, attendu, s'était glissé par la moindre ouverture qu'on lui avait offerte. Et le pire, c'est que ma mère se tenait sur le seuil, silencieuse. Les bras croisés, le visage impassible. Quand nos regards se croisèrent, elle dit simplement, « Tu es une honte. » Pas pour lui, pour moi. Cette nuit-là, tandis que Mera dormait sur le canapé, emmitouflée dans toutes les couvertures que nous avions, j'arpentais la cuisine comme un animal en cage. Mes mains tremblaient sans cesse. Je fixais la cafetière, vide, intacte, le livre de recettes de Léona sur le comptoir, l'écharpe encore accrochée près de la porte. Et je savais ce que je devais faire. Plus de silence. Plus de seconde chance. Cette nuit-là, j'ai porté plainte. Et le lendemain matin, j'ai demandé une ordonnance restrictive. Le cri ne s'est pas arrêté lorsque l'appel a raccroché. Il résonnait dans mes oreilles. Il pulsait dans ma gorge, épais et brûlant, comme si j'avais avalé du feu. Je ne me souviens pas d'avoir conduit. Je ne me souviens pas des feux de circulation ni des clignotants. Je me souviens de la forme du volant sous ma main blanche. De la façon dont le monde est devenu flou et paniqué, de mon corps, un long muscle d'instinct et de terreur. Papa, au secours de cette voix. La voix de ma fille s'est brisée en mille éclats terrifiés. Quand j'ai franchi la porte en trombe, je n'ai pas appelé. Je n'ai pas posé de questions. J'ai bougé. Les lumières du salon étaient allumées. La télévision diffusait un dessin animé oublié à faible volume. Le genre de bruit de fond qui remplissait habituellement le silence. Mais ce que je voyais au centre, ce qui me coupait le souffle en pleine inspiration, ce n'était pas le canapé ni le bol de pop-corn oublié sur le tapis. C'était mon père, debout, comme s'il n'était jamais parti. Une main autour du cou de Mira. L'autre agrippait une poignée de ses cheveux épais, l'attirant en arrière dans un angle anormal. Sa bouche était tordue de rage. Ses dents étaient serrées, comme s'il retenait une violence plus grande que celle dont j'étais déjà témoin. Et ma fille, mon monde, était rouge, suffocant, ses petites mains agitant inutilement son bras. Plus un mot, plus un appel à l'aide. Ses cris s'étaient épuisés. Il ne restait qu'une terreur. Silencieuse. Je n'ai pas réfléchi. J'ai chargé. Mon épaule l'a heurté de plein fouet. Nous avons percuté la table de chevet, brisant la lampe et projetant des photos encadrées au sol. Je m'en fichais. Je ne me suis pas arrêté. Je l'ai frappé à nouveau, le projetant contre le mur. Sa tête a heurté violemment le plâtre avec un bruit sourd. Il gémit, tenta de me repousser, mais j'étais pleine de la fureur d'un père, et lui, il n'avait que force d'antan et fierté pervertie. Je l'attrapai par le col et le traînai jusqu'à la porte d'entrée, l'ouvris brusquement et le jetai dehors, par terre. « Approche-toi encore d'elle, dis-je d'une voix de verre brisé, et tu partiras dans un sac mortuaire. » Il se redressa lentement, la main sur la tempe. Elle éleva la voix. Il marmonna comme si c'était une justification. Elle avait besoin qu'on lui rappelle. De quoi? Que les monstres existent en famille. Il ne répondit pas. Il me fixa simplement, clignant des yeux comme si j'avais perdu la tête. Et pendant un instant, je me sentis folle, comme si le monde avait tellement basculé que j'avais atterri là où cet homme, mon père, pouvait regarder un enfant qu'il avait failli étrangler et se sentir justifié. Je claquai la porte et la verrouillai. Puis je me retournai et vis Mera. Elle s'était recroquevillée sur elle-même. Les genoux plaqués contre sa poitrine, elle se balançait légèrement, sa respiration était rapide et saccadée. Je me laissai tomber à côté d'elle. « Ma chérie », murmurai-je en essayant de lui toucher doucement l'épaule, mais elle tressaillit violemment. « Tout va bien, dis-je, la gorge serrée. Tu es en sécurité.
Je suis là. Il lui fallut un long moment pour me regarder. Son regard était vitreux et lointain, comme celui que j'imaginais des soldats de retour d'une zone de guerre. Sa lèvre inférieure tremblait. Il avait dit qu'il allait me changer les idées. Elle murmura. Il dit, maman aurait détesté ma façon de lui parler. Mon cœur se brisa en deux. Non, ma puce. Ta mère adorait ton feu. Elle adorait ta voix. Elle se pencha vers moi, puis s'effondra comme si son corps s'était enfin rendu compte qu'il pouvait s'effondrer. Je la serrai dans mes bras, sa petite silhouette tremblante, et je sentis chaque once d'échec me submerger. Je l'avais quittée. J'étais sorti par cette porte en pensant qu'elle serait en sécurité. J'avais ignoré son avertissement, et maintenant, j'enfouissais mon visage dans ses cheveux et murmurais, « Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. » Nous sommes restés là, par terre, pendant ce qui m'a semblé des heures. La lampe cassée projetait des ombres irrégulières sur la pièce, comme si tout autour de nous s'était brisé par sympathie. Finalement, je l'ai porté jusqu'au canapé et l'ai enveloppé dans sa couverture polaire préférée. Son corps tressaillait encore au moindre bruit. Je me suis assis à côté d'elle, sans parler, gardant simplement ma main délicatement sur son dos jusqu'à ce que sa respiration se calme suffisamment pour sombrer dans un sommeil agité. Puis je me suis levé et j'ai pris des photos. Sa gorge, les marques d'un rouge profond en forme de doigt, ses cheveux, les mèches manquantes là où sa main avait arraché son cuir chevelu. Je les ai toutes prises d'une main tremblante. J'ai documenté ce que l'amour ne devrait jamais devenir. J'ai vérifié la caméra de ma sonnette intelligente, quelque chose que j'oubliais généralement. Elle avait filmé l'entrée. Lui sonnant à Gloria, son sonnette en retour, la porte s'ouvrant, lui se glissant à l'intérieur, mais plus de Gloria après ça. Je l'ai appelée. Quand elle a décroché, elle était en larmes. Il m'a dit que tu avais dit que tout allait bien. Elle a dit qu'il allait chercher Mera plus tôt pour une glace. Il connaissait sa commande préférée. Elle a dit que tu étais chez le dentiste. Je ne lui en voulais pas. Je n'ai pas crié. C'était juste une autre personne qui faisait confiance à quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû. Comme je l'avais fait cette nuit-là. Je n'ai pas dormi. Je me suis assis à la table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert. Les formulaires juridiques sont apparus. Je n'avais jamais rempli de rapport de police auparavant. Je ne comprenais pas la moitié de la terminologie, mais j'ai compris. Ligne par ligne, détail par détail, j'ai tapé jusqu'à en avoir les yeux qui brûlent. J'ai appelé la ligne non urgente et demandé quelle était la marche à suivre. Je les ai suivis avec la plus grande attention. L'agent qui est passé le lendemain matin était jeune, poli, mais je voyais bien qu'il n'avait pas vu grand-chose. Il a examiné les blessures de Mira et s'est discrètement excusé pour appeler un superviseur. Dans l'après-midi, une inspectrice nommée Harper Camp s'est présentée à ma porte. Elle était calme, concentrée. Ses yeux scrutèrent la pièce comme si elle était déjà en train de reconstruire ce qui s'était passé. En regardant les photos, elle ne broncha pas. Mais sa voix perdit son professionnalisme lorsqu'elle dit « On va arranger ça ». Et quelque chose en moi se remit à respirer. Je n'avais jamais frappé un autre homme de ma vie avant cette nuit-là. J'avais été élevé dans la retenue, les bonnes manières, et dans le principe de « partez avant d'envenimer ». Mais cette nuit-là, quand j'ai vu le regard de Mira devenir vitreux, quand j'ai senti son corps se relâcher dans mes bras, j'ai lâché tout ce qui me rendait bonne. La frontière entre survie et civilité s'est estompée. Mon père, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo, était maintenant affalé contre le mur, gémissant et se tenant la tête. « Tu es folle » aboya-t-il en essayant de se relever. Elle ne fit que me hurler dessus. Je lui dis de la fermer. Elle ne m'écouta pas, « Tu t'entends » cracha-je, ma voix méconnaissable dans ma gorge. Elle a 11 ans. C'est une enfant. Il fallait qu'on lui rappelle qui commande. Je me suis jeté à nouveau sur moi avant même de savoir que je bougeais, mais Mira sanglota, s'étrangla derrière moi et m'arrêta net. Je me tournai vers elle, les joues trempées, les yeux écarquillés, confus et effrayés. Elle n'avait pas besoin de voir plus de violence. Pas de ma part. Je m'agenouillai à nouveau près d'elle et la serrai fort. Du couloir surgit une autre présence. Dileya, ma mère. Ses pas lents et feutrés. Elle ne se précipita pas, n'eut même pas l'air surprise. Elle s'arrêta sur le seuil, les bras croisés comme elle admirait un tableau qui n'était pas à la hauteur de ses attentes. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle d'une voix neutre. Mon père fit un geste vers le mur.
Il m'a agressé. Parce que je punissais sa fille. Elle avait besoin de discipline, dit-elle en hochant légèrement la tête. Tu l'as laissé parler. Tu as toujours été trop doux, Malik. C'est là que tout a complètement craqué. Finalement, je me suis levé et me suis tourné lentement vers elle. Tu le regardes l'étrangler. Elle a élevé la voix. Élevé la voix. J'ai ri amèrement. Et ça justifie quoi? Être étranglé chez elle. Elle est irrespectueuse, a-t-elle poursuivi. Tu la câlines. Comme tu en as toujours attendu trop. Trop voulu. C'est une enfant. J'ai crié, la voix brisée. Dileya n'a pas cligné des yeux. Et tu es une honte, a-t-elle dit. Calme, calme, cruel. Tu laisses tes émotions dicter ta vie comme toujours. Ça aurait été plus douloureux si je n'avais pas déjà perdu tout respect pour elle il y a des années. Lentement, à travers 1000 petits échecs. Ce n'était pas une trahison. C'était une confirmation. Elle soutiendrait toujours l'agresseur tant que cela préservait une image familiale. Elle préférait soutenir un homme qui a fait du mal à sa petite fille plutôt que d'admettre ses torts. J'appelle la police, ai-je dit. Ses sourcils ont haussé les sourcils. Je me suis levé. Vraiment? Tu veux traîner ça dans la boue? Embarrasser tout le monde? Je veux protéger ma fille, ai-je dit. De toi? De lui, de tous ceux qui pensent que c'est ça l'amour. Ils ne m'ont pas arrêté. J'ai pris mon téléphone, composé le numéro, parlé au répartiteur. Calme, méthodique. J'ai décrit ce qui s'était passé, donné notre adresse, expliqué l'état de Mira. Ils ont dit qu'ils envoyaient quelqu'un. Quand je me suis retourné, mon père avait disparu. La porte d'entrée était grande ouverte. Ma mère, debout dans l'encadrement, m'observait comme si elle essayait de mémoriser le visage de son ennemi. Ne reviens pas, ai-je dit. Ni l'un ni l'autre. Elle n'a pas répondu. Cette nuit-là, après l'arrivée des policiers et l'enregistrement de nos dépositions, Mira ne voulait pas me lâcher le bras. Le policier qui est intervenu lui a demandé si elle voulait parler à quelqu'un, mais elle s'est contentée de secouer la tête et de me coller le visage contre le flanc. Un des secouristes a doucement examiné son cou, constaté les ecchymoses et murmuré que j'avais bien agi. Après leur départ, je me suis assis avec Mira sur le canapé, la serrant dans mes bras tandis qu'elle tremblait, le souffle court à mesure que l'adrénaline se dissipait. Je l'ai laissé regarder des dessins animés jusqu'à ce que son corps se détende enfin suffisamment pour dormir. Puis je l'ai porté jusqu'à mon lit et j'ai tiré les couvertures jusqu'à son menton. Je n'ai pas dormi une seule minute. Assis au bord du matelas, je regardais sa poitrine se soulever et s'abaisser, sentant la culpabilité m'envahir comme une seconde peau. Je l'avais laissé s'approcher d'elle. J'avais ignoré son instinct, son avertissement, et pourquoi faire? Pour éviter le conflit. Pour faire comme si l'homme qui m'avait élevé n'en était pas capable. C'était fini maintenant. À 7h03, j'ai déposé plainte en personne au commissariat. L'agent d'accueil a jeté un coup d'œil aux photos que j'avais apportées et a signalé une victime de violence conjugale. Ils m'ont emmené dans une petite pièce sans fenêtre où j'ai rempli déclaration sur déclaration. Déposition, signalement, demande d'ordonnance de protection. J'ai joint la déclaration de Gloria, le verrouillage des appels et la vidéo horodatée de la sonnette connectée. L'inspectrice Harper Camp m'a retrouvé dans cette pièce une heure plus tard. Elle ne m'a pas serré la main. Elle a juste hoché la tête, a pris le dossier et a dit « Je vais m'en occuper ». Je lui ai demandé quel était le calendrier. Elle n'a pas fait de fausses promesses. Ça dépend du procureur, mais nous en avons assez pour ouvrir une enquête immédiatement. La vidéo de la sonnette à elle seule est difficile à contester. De retour à la maison, j'ai fait mes valises. Je ne pouvais pas rester une nuit de plus dans cet appartement. Pas avec l'image de mon père dans notre salon encore gravée sur chaque surface. J'ai envoyé un SMS à mes locataires pour donner mon préavis. J'ai appelé Gloria, qui a de nouveau pleuré en apprenant ce qui s'était passé et m'a proposé sa chambre d'amis, mais j'ai décliné. Au lieu de cela, j'ai emmené Mira et nous avons traversé la ville jusqu'à mon bureau. L'endroit était calme le week-end. J'avais un canapé-lit dans l'arrière-salle que nous utilisions pour les échéances de nuit. J'ai fermé les stores et éteint les néons bourdonnants. Méror s'est blottie sous ma veste et s'est endormie au son du bourdonnement de la climatisation. Elle n'a pas demandé où nous étions. Elle a juste murmuré, ne les laissez pas nous trouver. Et j'ai promis avec tout ce qui me restait qu'ils ne nous trouveraient pas.
Le lundi, nous avions un nouveau plan, de nouveaux verrous, de nouvelles limites. J'ai pris rendez-vous avec un thérapeute spécialisé dans les traumatismes infantiles. J'ai inscrit Mera à un programme d'art extrascolaire à proximité, dans un endroit avec du personnel qualifié, des codes de sécurité et des espaces lumineux. J'ai entamé le lent et douloureux processus de reconquête de sa sécurité, une étape à la fois. Dileya a essayé d'appeler une fois. Je n'ai pas répondu. 3 n'a pas appelé du tout. Et mon père, pour autant que je sache, s'est caché, trop fier pour admettre sa culpabilité. Trop lâche pour affronter ce qu'il avait fait. Mais cela n'avait plus d'importance. Je n'attendais plus d'excuses. Je construisais des murs là où il y avait des ponts. C'est ce soir-là que j'ai cessé d'être le gardien de la paix. C'est ce soir-là que j'ai compris que la paix avait un prix. Et c'était moi qui payais le prix fort depuis trop longtemps. Alors, j'ai craqué l'allumette et j'ai quitté tout ce qui me tenait autrefois silencieux. La première chose que j'ai faite a été de changer les serrures. Chaque porte, chaque fenêtre, même la baie vitrée coulissante du balcon qui ne fonctionnait plus correctement depuis les pluies printanières. J'ai payé un supplément pour des serrures à peine dormant renforcées et un système de sécurité numérique avec détecteur de mouvement et une caméra qui surveillait chaque centimètre carré de notre couloir. La tranquillité d'esprit n'était pas donnée, mais la confiance non plus. Plus maintenant. Nous ne sommes pas rentrés immédiatement à l'appartement. Après 2 jours passés à camper à mon bureau, 2 journées blanches, calmes et étranges à dîner au micro-ondes et à se couvrir le canapé, je savais que Mera avait besoin de plus qu'un simple changement de serrure. Elle avait besoin de se sentir en sécurité. La sécurité, ce n'était pas quelque chose que je pouvais simplement déclarer. Il fallait la reconstruire. J'ai envoyé un SMS à Gloria pour la remercier des courses qu'elle avait laissées au bureau. Elle m'a de nouveau proposé sa chambre d'amis, et cette fois, j'ai accepté pour une nuit. Une seule. Mera avait besoin d'une douche qui ne soit pas dans un placard à provisions et d'un lit qui ne sente pas le tonneur d'imprimante. Gloria nous a accueillis comme si elle avait attendu toute sa vie pour protéger quelque chose. Elle a préparé du chocolat chaud, sans poser de questions. Mera s'est recroquevillée sur son canapé comme s'il était fait de nuages. Pendant qu'elle dormait, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout classer correctement. J'avais pris des photos des bleus sur le cou de Mera et de la petite zone enflammée où ses cheveux avaient été arrachés. Ça faisait mal à regarder, mais je ne me suis pas permis de détourner le regard. Des preuves. Voilà ce que c'était maintenant. Pas une blessure, pas un symbole, juste une preuve. Un pédiatre avait fait un examen complet le matin même et avait confirmé des lésions des tissus mous compatibles avec une agression physique. La psychologue pédiatrique que j'avais rencontrée grâce à un groupe de soutien aux personnes en deuil avait ajouté une couche supplémentaire. Des signes évidents de réaction à un traumatisme aigu. J'ai tout téléchargé, organisé, étiqueté, indexé. Ce n'était plus un simple rapport. C'était une affaire. L'inspecteur Harper Camp m'a envoyé un SMS le soir même. Elle avait visionné les images. Elle avait visionné les interviews. Nous en avons assez pour commencer avec le procureur. Elle avait écrit, « Vous avez bien fait, monsieur Rivers. » J'ai longuement scruté son message, laissant les mots s'infiltrer lentement. « Vous avez bien fait. » Cela faisait longtemps que je n'avais pas cru cela de moi. Le lendemain, j'ai appelé mes locataires et leur ai donné un préavis de 30 jours. L'appartement, notre appartement, était toujours à mon nom, toujours à moi légalement, malgré les nombreuses tentatives de mon père pour le remettre en question. Peu m'importait qu'il se plaigne. Peu m'importait qu'il parte plus tôt. Cet endroit appartenait à nouveau à Mera. À la mémoire de Léona, à la seule maison que ma fille ait jamais vraiment connue. Nous sommes arrivés en voiture le lendemain matin. Je me suis garé sur notre ancienne place et j'ai levé les yeux vers les fenêtres qui avaient autrefois rayonné de chaleur et qui semblaient maintenant lointaines, vides. Mera était assise à côté de moi dans la voiture, silencieuse. Sa main reposait sur l'écharpe de Léona, posée sur ses genoux. Elle n'avait pas dit un mot depuis 10 minutes. « Tu veux qu'on monte ensemble ?» demandai-je doucement. Elle ne répondit pas tout de suite. « Alors, je peux ouvrir la porte ?» Je souris. « Bien sûr. » Nous prîmes l'ascenseur en silence. Le couloir n'avait pas changé, mais tout semblait différent. Nous arrivâmes à la porte. Mera composa elle-même le nouveau code, les doigts légèrement tremblants, mais elle le comprit. La serrure s'ouvrit avec un clic. Elle hésita une demi-seconde,
puis poussa la porte en grand. L'appartement sentait le renfermer. 2 mois d'inoccupation scellés dans les murs. La poussière s'accrochait aux surfaces, mais la lumière qui filtrait par les fenêtres du salon dansait toujours de la même manière sur le sol. Mera, après être entrée, resta plantée là, à contempler la scène. Puis elle se dirigea lentement vers sa chambre, comme sur les traces d'un rêve. Elle ouvrit son placard, encore rempli de jouets et de vêtements que nous n'avions pas touchés. Elle appuya sa paume contre le mur où Léona avait l'habitude de scotcher ses projets artistiques. Ses épaules se détendirent. Je le vis. Elle se souvenait de cet endroit non seulement comme du lieu où tout s'était passé, mais aussi comme du lieu où la vie se déroulait autrefois. Joie, rire, histoire du soir, sécurité. Je suis allé à la cuisine et j'ai ouvert les placards. La moitié de nos mugs étaient encore là, celui ébréché aux initiales de Léona toujours à côté de la tasse rose en forme de chat de Mira. Je me suis adossé au comptoir et je me suis laissé toucher. Cette douleur silencieuse et cette promesse, tout emmêlées. Cette nuit-là, nous avons de nouveau dormi chacun de notre côté. Mira m'a demandé de laisser sa porte ouverte. Je l'ai fait. Je suis resté assise dans le couloir pendant près d'1 heure après qu'elle se soit endormie, écoutant simplement le rythme de sa respiration. Mon téléphone a vibré une fois. Un message de Harper. Date d'audience imminente, probablement ce mois-ci. Juge désigné. Les choses bougeaient. Le lendemain, Gloria nous a accueillis à la porte, un dossier marron à la main. Une déclaration. Elle a dit, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, au cas où le tribunal en aurait besoin. Elle avait l'air fatiguée, en colère, protectrice. Le genre de fatigue que l'on ressent après une trahison, pas après des années. Ils t'écouteront, lui ai-je dit. Elle secoua la tête. Il ferait mieux d'écouter Mera. La semaine suivante, j'ai tout rassemblé. Les rapports du médecin, les notes du psychologue, les journaux de texto, la vidéo, le récit écrit de Gloria. J'ai tout envoyé à Harper. Elle a dit oui. Pendant ce temps, j'essayais de recoller les morceaux de notre quotidien. J'emmenais Mera à ses séances d'art-thérapie 2 fois par semaine. Elle peignait principalement en bleu et en violet. Toujours silencieuse, toujours hésitante. Mais lorsqu'elle terminait une toile et levait les yeux vers moi pour obtenir son approbation, je la revoyais. Cette lueur de retour. Peut-être pas encore confiance au monde, mais en moi. C'était suffisant pour l'instant. L'appartement a repris vie petit à petit. Nous l'avons aéré. Nous avons passé l'aspirateur. Nous avons rempoté la plante araignée fanée que Léona avait jurée indestructible. Mera a choisi de nouveaux rideaux, lavande avec des petits tournesols brodés le long de lui. Elle les a choisis elle-même. Je ne l'ai pas corrigée lorsqu'elle l'a appelée sa chambre de guérison. Je les ai juste accrochés sous son regard. Chaque petit pas me semblait une protestation, comme si je disais au passé, tu n'as pas le droit de prendre ça aussi. Et un soir, assise à mon bureau, épuisée mais éveillée, j'ouvris un document vierge et me mis à taper. Je l'intitulais « Veuve, pas faible ». Ça commençait par un paragraphe, puis une histoire, puis un chapitre. J'écrivais sur Léona, sur Mera, sur le silence et les cris, sur le jour où l'amour s'est transformé en survie. Je n'avais pas prévu de partager tout ça. Mais plus j'écrivais, plus je réalisais. Les gens avaient besoin de savoir. Pas seulement ce qui s'était passé, mais aussi ce qui allait suivre. La salle d'audience sentait la poussière et le vieux bois, comme si rien n'y avait bougé depuis des années, si ce n'est des vies brisées et refaites. J'étais assise avec Méror sur le banc à côté de moi, sa petite main enroulée autour de 2 de mes doigts. Elle portait une robe bleu foncé, elle s'était choisie, simple mais soignée. La barrette tournesol accrochée à ses cheveux comme un insigne de courage silencieux, je baissai les yeux vers elle et hochai la tête. Elle ne sourit pas, mais ne détourna pas le regard non plus. Cela suffisait. Mon père entra par l'autre côté de la pièce, avec la même posture militaire raide qu'il arborait toujours. Comme un bouclier. Il avait le visage rasé. Il portait son vieux blazer de service, celui qu'il portait au défilé et au barbecue du 4 juillet. Des médailles ornaient sa poche de poitrine, comme si elles témoignaient de son humanité. J'entendis quelqu'un murmurer derrière moi, il a dû être un héros autrefois. Une fois. Ce fut le mot qui me resta. Ma mère le suivit. Elle ne s'assit pas avec nous. Ne nous jeta pas un regard. Elle s'assit sur le banc d'en face, comme si nous étions des inconnus,
son sac serré comme un radeau de sauvetage. 3 ne se montra pas. Rien d'étonnant à cela. La loyauté familiale avait toujours été sélective. Harper Camp était assise au premier rang, derrière la table de l'accusation. Elle me fit un petit signe de tête lorsque nos regards se croisèrent, et ce fut mon seul réconfort dans cette pièce froide et vide. La procureure, une femme perspicace nommée Ellis Price, se tenait là comme si elle avait attendu cette affaire toute sa carrière. Calme, chirurgicale, pas de mise en scène, juste des faits. Le procès commença. Ils passèrent d'abord la vidéo. Des images de ma sonnette connectée. Pas de montage, pas de narration, juste la vérité crue. Mon père tirant Mera par le bras. Sa voix s'éleva, il gronda doucement en réponse, puis le silence. Le procureur marqua une pause juste avant la fermeture de la porte. Quelques personnes dans l'assistance changèrent de position. Une toux, un halètement. Ellis Price se tourna vers le juge. Et qu'est-ce qui suivit? Votre honneur, c'est pour ça que nous sommes ici. Puis vinrent les photos. La gorge de Mira. Les touffes de cheveux manquantes. La déclaration de son pédiatre. L'analyse du psychologue sur la réaction au traumatisme. Une magnifique déclaration sous serment. Mon rapport de police. Et puis Mera. Je ne voulais pas qu'elle témoigne. Dieu sait que je l'aurais épargnée si j'avais pu. Mais Harper avait dit que ses paroles, si elle se sentait prête, auraient de l'importance. Qu'il ne s'agissait pas de la forcer à entrer dans la lumière, mais de lui donner le pouvoir d'y entrer. Alors, quand Ellis a demandé si elle voulait parler, j'ai regardé Mera et j'ai attendu. Elle s'est levée lentement. Le silence est revenu dans la salle d'audience. Elle s'est dirigée vers la barre des témoins d'un pas lent et posé. Le greffier lui a demandé si elle comprenait la différence entre la vérité et le mensonge. Mera a hoché la tête. Sa voix était basse, mais elle n'a pas tremblé lorsqu'elle a dit oui. Raconte-nous ce qui s'est passé. A demandé Ellis doucement. Seulement ce que tu veux partager. Mera a pris une inspiration. Il est venu à l'appartement et a dit que papa lui avait dit de venir me chercher. Je ne l'ai pas cru, mais Gloria l'a laissé entrer. Elle a marqué une pause. Ses doigts ont tremblé sur ses genoux. Puis il s'est mis en colère parce que je ne voulais pas lui parler. Il m'a dit que maman ne m'aimerait plus. Puis il m'a attrapé. Ouh. Elle lui a touché le cou instinctivement. Ellis a attendu. A-t-il dit pourquoi? Parce que j'ai crié. Mais je ne criais pas. J'avais juste peur. La voix de Mira a baissé. Il ne voulait pas me lâcher. Ce silence, avant qu'Ellis ne la remercie et ne lui dise qu'elle pouvait se retirer, était de ceux qui en disaient plus long que n'importe quel témoignage. Personne n'avait besoin d'entendre la suite. Je me suis levé pour la rejoindre à mi-chemin et les serrer dans mes bras. Lorsqu'elle est revenue à notre banc, mon cœur battait la chamade. J'ai murmuré, « Vous avez tout bien fait. » Elle m'a répondu, « Je voulais juste qu'ils me croient. » Ils l'ont fait. L'avocat de mon père a essayé de tout déformer. Il a blâmé les vieilles habitudes, la discipline de guerre, a prétendu avoir mal évalué la fragilité émotionnelle d'un enfant en deuil, mais son argument est tombé à plat, surtout lorsque Dileya a été appelée à la barre et a confirmé sous serment avoir été témoin de l'acte et n'avoir rien dit. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, elle a haussé les épaules. On élève nos enfants avec fermeté. C'est comme ça qu'on faisait à mon époque. Le juge n'a même pas bronché. Il a juste continué à griffonner sur son bloc-notes. À la fin des plaidoiries, je ne pouvais plus respirer correctement. Chaque mot me semblait trop lourd. Chaque seconde trop forte. J'ai tenu la main de Mira au retour du juge. Il n'a pas traîné. 3 ans, a-t-il dit. Pas de libération conditionnelle, pas de contact. Il s'est tourné vers ma mère. 6 mois de probation pour complicité de mise en danger d'un mineur et une ordonnance de protection permanente pour les deux parties. Le marteau est tombé. C'était fini. J'aurais dû avoir l'impression d'une victoire. Ce ne fut pas le cas. J'avais l'impression de m'arracher un ongle. Nécessaire, mais pas propre. Mon père ne nous a pas regardés lorsqu'on l'a fait sortir. Il n'a pas crié. Il n'a pas supplié. Il a juste marché comme un homme convaincu d'avoir été lésé. Ma mère est partie sans un mot. Pas d'excuses. Pas de larmes. Juste le claquement de ses talons qui s'estompait dans le couloir. Devant le tribunal,
le ciel était gris mais sec. Mira a levé les yeux vers moi. C'est fini? Je me suis accroupi à sa hauteur et j'ai repoussé une mèche de cheveux derrière son oreille. Le pire? Oui. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, je ne veux plus avoir peur à la maison. Tu n'auras plus peur. Je te l'ai promis. Plus jamais. Et je le pensais vraiment. Nous sommes rentrés à la maison et avons allumé une bougie pour Léona. Mira l'a placée sur la fenêtre de la cuisine, celle-là même où elle s'asseyait pour regarder sa mère cuisiner. La flamme vacillait doucement, projetant une douce lueur sur la vitre. Je pense que maman serait fière, a-t-elle dit. Je l'ai regardée, ma fille courageuse et résiliente, et j'ai hoché la tête. Je sais qu'elle le serait. Et dans ce moment de silence, j'ai réalisé quelque chose d'important. La justice n'a pas effacé la douleur, mais elle nous a donné la permission de prendre un nouveau départ. Revenir à l'appartement, ce n'était pas tourner une clé et sombrer dans la familiarité. C'était tout autre chose, comme entrer dans un espace qui avait abrité à la fois le paradis et l'enfer et choisir de s'en emparer à nouveau. Les échos étaient toujours là. Les bons, les mauvais, mais ils ne nous possédaient plus. Les serrures avaient été changées, la peinture rafraîchie, et pour la première fois depuis longtemps, l'air ne me serrait plus les poumons. Mira est entrée devant moi. Elle n'a pas hésité. C'était nouveau. Elle a enlevé ses chaussures à la porte et est allée droit dans sa chambre. Ses rideaux lavande étaient tirés, la lumière du soleil illuminant les petits tournesols cousus qu'elle avait choisis. Elle avait recommencé à appeler cette pièce la sienne. Pas la chambre de maman, pas la pièce silencieuse, pas l'endroit où les cris s'arrêtaient, juste là. Sienne. Je suis resté dans la cuisine et j'ai regardé la table où nous nous asseyions tous les samedis matins pour manger des gaufres avec trop de sirop. J'ai touché le comptoir où Léona dansait autrefois sur de la vieille soule en retournant des crêpes. Je n'ai pas pleuré, non pas parce que je n'en ressentais pas le poids, mais parce que ce n'était plus un endroit pour pleurer. C'était un lieu de reconstruction. Ce soir-là, Mira et moi avons mangé de la pizza par terre. Pas d'assiette, pas de formalité, juste des doigts gras et des briques de jus. Elle m'a parlé d'un livre qu'elle lisait sur une fille qui fabriquait des armures en plumes. C'est un peu idiot, a-t-elle dit, mais aussi assez courageux. J'ai souri. On dirait quelqu'un que je connais. Elle a levé les yeux au ciel, mais n'a pas protesté. Après le dîner, nous avons réorganisé sa bibliothèque. Elle a sorti ceux qui lui étaient devenus trop petits et a fait une pile de dons. Puis elle a soigneusement aligné l'étagère du bas avec les livres que sa mère lui lisait, comme s'il s'agissait d'objets anciens, et non d'histoire du soir. Je ne l'ai pas interrompue. La voir reprendre possession de son espace était plus important que toute routine que je pouvais lui imposer. À la fin de la semaine, nous étions dans une rythme retrouvé. Pas celui qu'on avait avant, mais un nouveau. Le nôtre. J'ai préparé le petit déjeuner. Elle a pris son sac à dos. Je l'ai raccompagnée à l'école et je l'ai embrassée sur le front sans craindre qu'elle ne s'éloigne. Elle ne l'a pas fait. Pas une seule fois. Le blog a commencé modestement. Je l'avais commencé pendant nos nuits au bureau. Juste un moyen de déverser tout ce que je ne pouvais pas dire à voix haute. Je l'avais intitulé « Veuf, pas, faible », pensant que ce serait juste un endroit privé pour expirer. Mais Harper m'a encouragé à le partager. On ne sait jamais qui on va aider, avait-elle dit. Ou qui pourrait vous aider. Alors je l'ai fait. Le premier article était cru. J'ai écrit sur le sourire de Léona, le cri de Mira. Le premier soir, assis dans un commissariat, j'ai prononcé les mots, il l'a entendu. Je ne me suis pas retenu. Je n'ai pas adouci mes mots pour me réconforter. Et c'est peut-être pour cela qu'il a résonné. Les commentaires ont afflué. Une mère dans l'Oregon dont la fille avait été réduite au silence par un grand-père. Un père en Géorgie qui se bat pour obtenir la garde de son épouse complice. Une femme d'un certain âge, qui disait avoir passé 30 ans à se demander si ce qu'elle avait subi était considéré comme de la maltraitance, disait-elle. Elle disait toutes la même chose. Merci. J'ai répondu à chacune d'elles. Mira connaissait le blog. Je la laissais le lire avant toute publication. Elle n'en avait pas toujours envie. Certains articles étaient trop longs, mais quand elle le faisait, elle pointait des phrases et disait des choses comme « c'est vrai ». Ou « tu as oublié de dire qu'il faisait froid par terre ». Elle en faisait partie intégrante, une co-auteure discrète de notre propre histoire.
Nous avons établi de nouvelles règles pour l'appartement. Des règles simples. Pas de cris, même pendant le sport. Pas de secret, sauf s'il s'agissait de cadeaux surprises. Chaque pièce devait avoir quelque chose qui nous faisait sourire. Dans le cas de Mira, c'était des dessins collés sur le frigo, des gribouillis de tournesol avec des capes de super-héros, un oiseau bleu avec mon visage. Dans le mien, c'était une tasse à café achetée par Léona avec l'inscription « Tu rends les matins supportables », qui trônait maintenant sur le comptoir comme une couronne. Un vendredi soir, nous avons fait des muffins. La vieille recette de Léona, celle à la noix de muscade et aux pommes râpées. Mira portait le tablier de sa mère, qui traînait presque par terre. Je m'occupais du four. Elle s'occupait du désordre. La cuisine sentait l'automne et l'espoir. Tu veux essayer de mettre ça sur le blog? Ai-je demandé tandis qu'elle léchait la pâte à la cuillère. Elle y a réfléchi, puis a hoché la tête. Mais seulement si tu dis que j'ai cassé les œufs à la perfection. Tu l'as fait, et que je n'ai pas mis de coquilles dans le mélange cette fois. Mieux encore, ce billet a été un tournant pour nous. Il ne s'agissait pas de douleur ni de procès. Il s'agissait de retrouver la joie, de dire, voilà à quoi ressemble la guérison quand on se bat pour elle. Et encore une fois, les réponses ont afflué. Une femme a écrit, je n'ai pas fait de pâtisserie depuis la mort de ma sœur. Peut-être que je réessayerai. Un veuf a commenté, mon fils refuse toujours de toucher au livre de sa mère, mais peut-être un jour. Un autre article, puis un autre. Une communauté a commencé à se former, non pas de survivants, mais d'architectes. Des gens qui construisaient leur vie sur les décombres. Mira les appelait notre famille de blog. J'aime ça. Harper est passée une fois pour prendre des nouvelles. Elle apportait des biscuits et la nouvelle que l'appel de mon père avait été rejeté. Il purgerait la totalité de sa peine. Ma mère avait déménagé dans une banlieue calme et était, de la vie générale, seule. Te sens-tu soulagé? A demandé Harper. J'ai regardé Mira, assise en tailleur sur le canapé, une couverture à motif de tournesol sur les épaules. Je me sens léger, ai-je dit. Comme si nous avions enfin repris nos vies. Avant son départ, Harper s'est arrêtée à la porte. Tu devrais parler en public, a-t-elle dit. Raconte ton histoire au-delà du pâté de maison. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas oratrice. Tu es un père, a-t-elle dit. Ça suffit. Peut-être qu'elle avait raison. Ce soir-là, assis à mon bureau, j'ai parcouru chaque publication. Chacune était une étape. Chacune prouvait que le silence avait été brisé et qu'à sa place, quelque chose de meilleur avait pris racine. Non pas l'ancienne version de la vie, mais une version qui nous appartenait. Les lumières étaient trop vives sur scène. Je ne m'en étais rendu compte que lorsque je me trouvais déjà là, les paumes légèrement humides, à contempler une salle remplie d'inconnus désormais incroyablement silencieux. Des chaises pliées occupaient chaque rangée. Hommes et femmes en costume, jeans, sweat à capuche. Certains avec des poussettes garées à côté d'eux, d'autres seuls, un carnet sur les genoux. L'affiche au-dessus de l'écran de projection indiquait « Cœur de la conférence nationale sur la paternité 2023 ». Et, d'une certaine manière, j'étais l'orateur de clôture. Je me suis éclairci la gorge une fois, puis j'ai jeté un coup d'œil à l'estrade où mes notes étaient restées intactes. Je n'en avais pas besoin. Mon histoire était trop profondément gravée en moi pour nécessiter des puces. Je pensais que la force passait par le silence, commençais-je. Je pensais que la meilleure chose que je pouvais faire pour ma fille après la mort de sa mère était de garder tout en soi. Soyez solide, stoïque, fiable. Mais le chagrin ne récompense pas le silence. Il s'y développe. Quelques hochements de tête. Quelqu'un au fond murmura, MMH, elle avait 11 ans quand c'est arrivé. Je poursuivis, ma femme, Léona, était le genre de femme qui illuminait une pièce sans même essayer. Elle est montée dans le train de 7h15 pour Milwaukee et n'est jamais rentrée. Un accident. Les gros titres. Le choc. Je n'ai pas pleuré à ses funérailles. J'étais trop occupé à soutenir notre fille. Mira. Je marquai une pause, regardai vers le premier rang. Elle était assise là. Miroir, genoux croisés, une barrette de tournesol retenant ses cheveux, ses yeux rivés sur les miens. Ni gênée, ni nerveuse, juste fière. Elle me fit un léger signe de tête comme si elle disait, « Vas-y, papa ». Je pensais que perdre Léona était la pire chose qui puisse nous arriver.
Et puis vint le deuxième coup. Cette fois, de l'intérieur. Mon propre père, l'homme qui m'a élevé avec un amour dur et un silence encore plus froid. Il est entré chez nous un soir, alors que j'étais à un dîner avec des clients, et il a agressé Mera physiquement, brutalement, parce qu'elle avait haussé le ton en répondant. La salle a retenu son souffle. En rentrant, je l'ai trouvé les mains autour de son cou. Son visage était rouge, sa voix s'était éteinte. Et à cet instant, j'ai cessé d'être l'homme qui évitait la confrontation. J'ai cessé d'être le bon fils. Je suis devenu un père avec du feu dans les veines. Je les ai regardés, ces autres parents, ces survivants, ces travailleurs sociaux, ces enseignants, ces hommes qui essayaient de faire mieux. Certains d'entre vous sont peut-être ici aujourd'hui parce qu'ils cherchent des outils. D'autres parce qu'ils cherchent de l'espoir. Laissez-moi vous donner les deux. Le moment où vous choisissez de croire en votre enfant plutôt qu'en la tradition, la réputation, la lignée, c'est le moment où vous devenez celui dont il a besoin. Les applaudissements ont commencé lentement. Je n'avais pas fini. J'ai déposé plainte, pris des photos, porté plainte, témoigné au tribunal avec ma fille assise à côté de moi. L'homme qui m'a élevé est allé en prison. Et je ne le regrette pas une seconde. Maintenant, les applaudissements étaient constants. Mais de nouveau, j'ai levé la main pour les faire taire. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit. Il s'agit de protection, de reconquérir le pouvoir pour ceux qui se l'étaient fait voler en silence. J'ai pris une inspiration. J'ai lancé un blog intitulé « Veuve, pas faible ». Je pensais l'écrire pour moi, mais des gens ont commencé à me contacter. Des mères, des pères, des enfants, des gens qui n'avaient jamais eu leur procès. Des gens qui vivaient encore avec les fantômes de ce que leur famille refusait d'admettre. J'ai de nouveau regardé Mera. Ses mains étaient soigneusement jointes sur ses genoux. Elle n'avait plus peur, juste un calme absolu, comme si elle savait que sa vérité ne serait plus jamais cachée. Je ne suis pas un parent parfait, ai-je dit d'une voix plus douce. Mais j'ai appris qu'être parent ne consiste pas à tout savoir. Il s'agit d'être présent, surtout quand le monde est bruyant et cruel, surtout quand personne d'autre ne l'est. Un homme au troisième rang s'est essuyé les yeux. Une femme derrière lui a pris l'épaule. Je ne connaissais pas ces gens, mais ils me connaissaient, car la douleur est universelle. L'amour aussi. J'ai fermé mes notes, même si je n'en avais pas prononcé un mot. Merci, ai-je dit simplement. Les applaudissements, cette fois, furent nourris. Réels. Je suis descendu de scène et me suis jeté dans les bras de Mera. Elle m'a serré fort dans ses bras, non pas comme une enfant effrayée par le monde, mais comme quelqu'un qui l'avait déjà affronté et qui avait décidé de vivre malgré tout. Tu ne l'as pas laissé me briser, papa, a-t-elle murmuré. Non, ma puce, ai-je dit. Parce qu'ils n'écrivent plus notre histoire. Elle s'est penchée en arrière pour me regarder, son visage rayonnant d'une lueur rare, quelque chose que je n'avais pas vu depuis des mois. Un sourire, ni forcé, ni poli, mais franc, lumineux, sincère. Dès qu'elle a souri à nouveau, le monde a basculé. Plus tard, après la conférence, quelques parents sont venus nous voir. Une femme a demandé à Mera si elle écrirait un jour quelque chose pour le blog. Peut-être, a-t-elle répondu en haussant les épaules. Si papa arrête de monopoliser toutes les bonnes histoires, ce soir-là, de retour à l'appartement, on a fêté ça avec des coupes glacées. Pas de prétexte, juste le fait qu'on était à la maison et qu'on se remettait. Après m'être couché, je me suis retrouvé seul sur le balcon, à contempler la ville. Des lumières clignotaient à des centaines de fenêtres. J'ai repensé à la version de moi-même qui se tenait là autrefois et qui croyait que survivre signifiait l'isolement. Il n'était plus là, maintenant. Et à sa place se trouvait un homme qui savait qu'être entier n'avait rien à voir avec être intact. À l'intérieur, le rire de Mera s'échappait de sa chambre. Elle regardait un vieux dessin animé que Léona adorait. J'ai fermé les yeux une seconde et je me suis laissé envahir. L'histoire que nous construisions était confuse, imparfaite, et tissée de moments comme ça. Douce, ordinaire, sacrée. Et cette fois, nous écrivions chaque mot nous-mêmes.